Bonjour, quoi, bon matin. On dirait une toune. Bon matin, wow, que c'est beau de vous voir si nombreuses et nombreux. Merci. Allô? C'est formidable. J'adore. J'ai un peu menacé certaines personnes de venir se présenter à moi. Alors, inversement, je sortirai d'Instagram pour vous dire bonjour. Je m'appelle Vanessa Bell. J'aurai le plaisir d'animer cet entretien avec l'extraordinaire Maya Cousineau-Mollin d'une durée de 45 minutes, sans question, malheureusement, mais heureusement, il y a une foire de l'autre côté où vous pourrez aller longuement lui parler. D'abord, bienvenue à la Maison de la littérature. Merci à la Maison d'accueillir le festival. Je dois vous dire des choses que je dirais avec une voix de miel pour remercier ces gens qui donnent de l'argent. Donc, cette activité est présentée en codiffusion par Koyatong et la Maison de la littérature dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations. Une présentation d'Hydro-Québec. Réalisée par Koyatong, l'édition 2025 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants. Desjardins, Énergix Énergie renouvelable, OKTLA, Weekend 91.9 FM, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et nos meilleurs Wendake. Maintenant que cela est dit, j'aimerais dire quelques mots. Je t'ai pas tenté une bio, parce que on aurait dit que j'aurais eu le goût de parler pendant 25 minutes de ton parcours. C'est une tentation que j'ai chaque fois que j'ai la chance d'animer des rencontres avec toi. J'ai fait ça au plus court, mais quand je dis personne exceptionnelle, c'est tout à fait vrai. Et le trois quarts des choses ne se retrouvent pas dans cette courte bio. Donc, Maya Cousineau-Mollin est née à Equanichit, et elle détient un baccalauréat en sciences politiques et études autochtones de l'Université Laval, où elle a fondé, entre autres, l'Association autochtone de l'université. Activiste, Maya œuvre dans divers domaines afin de défendre la cause des femmes autochtones et celle de son peuple Innu. Elle est l'autrice de 3 recueils de poésie et d'un livre de jeunesse pour chaque perle offerte et son plus récent titre paru aux éditions de l'Hexagone. Quelle joie, quelle beauté. Maya, ça y est, on plonge. Je n'ai plus besoin de lire mes notes. Super. Salut. Quoi, salut. Quoi, bon matin. Hey, vous êtes brave d'être là ce dimanche. Moi, j'ai pas dormi de la nuit puis je suis partie à 5 heures de Longueuil. Faut que je vous aime. Merci d'être là. J'ai le goût qu'on commence par une histoire. J'ai le goût que tu commences par nous raconter comment ce recueil, avec l'amitié de Marie-Hélène Poitras, est venu au monde. C'est la pandémie, en fait, parce que quand on a remporté les prix du gouverneur général, on était 4 ou 5 cohortes qui se sont rassemblées à Ottawa pour recevoir le prix. Mais c'était vraiment militaire. Là. On se levait, on avait notre livre, puis on s'en allait. Là. C'était pas les rencontres intimistes qu'une cohorte peut avoir. Et avant cela, ils nous ont fait visiter les Archives nationales du Canada. Et en suivant le parcours, et Marie-Hélène était là aussi, mais on se connaissait pas vraiment. Mais elle a vite remarqué que j'avais du caractère. Quand j'ai commencé à poser facile à remarquer quand même avec toi. Oui. Pour certains, c'est une qualité, pour d'autres, c'est un défaut. Mais bon, je vais prendre ce qui vient. Mais c'est ça, on était dans les archives et on racontait l'histoire du très jeune pays qu'est le Canada. Et, mais nous, on était comme encore une fois oubliés. Puis pourtant, je n'étais pas la seule autochtone qui recevait un prix cette année-là. On était quand même 4 ou 5 artistes autochtones, donc on commence à être présents. Et j'ai été surpris du peu d'intérêt que les archives ont montré face à notre histoire. On a vu un tableau d'une Inuit, mais non identifié. On ne savait pas c'était qui, fait par qui. Puis, ils ont fait aussi des collections avec des scènes de chaque époque. Puis, on était glorieusement invisibles. Donc, à un moment donné, j'ai posé la question parce que je venais de quitter la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Puis, je savais un peu comment ça fonctionnait. Je disais, pourquoi vous avez rien sur nous? Franchement, ça se fait pas, là. C'est un manque de courtoisie. Et elle a remarqué ça, donc elle a aimé le caractère, puis on s'est rencontrés pour un café. Et vraiment, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun. Et elle a parti l'idée qu'elle aimerait ça, qu'on travaille ensemble pour un recueil ou un roman. Elle me pousse pour un roman, là, elle est brave. Et oui, je suis vite pour les recueils, mais les romans, c'est une autre histoire. Il faut vraiment être en arrière de moi puis me motiver. Mais non, c'est ça. Fait qu'en discutant, on a vraiment créé un lien. Et voilà, les perles sont nées de ça. Donc, ça a été vraiment
C'est une amitié qui se continue d'ailleurs. Pourquoi les perles ou comment les perles, peut-être? Pendant que tu prends cette gorgée d'eau somptueuse, je dirais que vous remarquerez peut-être que Maya s'est d'ailleurs enjolivée de perles ce matin. Il y a quelque chose que je trouve très touchant dans ta manière de te présenter et de présenter ce livre-là qui est un prolongement de... Merci. C'est en discutant avec Marie-Hélène. Moi, j'ai trouvé le premier titre de mon premier recueil, Bréviaire du matricule 082. Enfant du lichen est venu d'une discussion avec ma directrice littéraire et moi-même. Et celui-là, je laissais complètement carte blanche à Marie-Hélène. J'ai dit, j'ai pas d'idée. Moi, j'ai dit les titres, tout ça. Elle est arrivée avec cette idée-là, d'où aussi la belle page couverture. Et voilà, c'est venu comme ça en discutant. Puis c'est vrai que chaque perle, en fait, les perles naissent d'une douleur. Hein, c'est un grain de sable qu'on met dans une huître, puis elle souffre. Fait qu'elle enveloppe. Vous savez comment les perles naissent. Et on essaye toujours de les formater pour qu'elles soient bien rondes. Mais moi, j'aime celles qui sont un peu foquées, un peu bizarres dans leur forme, avec toutes sortes de couleurs. Et je trouvais que ça allait bien avec ça parce que moi, j'ai pas eu une vie parfaite. Donc, je sais pas comment on appelle ça, là, une perle de culture. C'est une perle organique. Oui, c'est ça, pas mal. Est-ce que tu as envie de le lire, le poème à la page 52? Laquelle? 52, c'est celui de Perle, en fait. C'est comme le poème éponyme. Je me demandais quelquefois... Je ne l'ai pas prévu que j'avais comme ça des envies de lecture. Oui. OK, Perle. Au détour des sociétés perdues, retrouver cette appartenance. Descendant des anciens Iroquois en quête d'une culture fragile, refusant l'inquisition craintive. Combattre le registre du sang, revendiquer son destin d'Indien, abattre ses démons de noirceur. Guerrier qui se bat contre le mal, trouvant refuge auprès des aînés, assoiffé des enseignements. La mélopée des tambours à l'écoute du chant des ancêtres, il retrouve les mouvements oubliés, des perles qui retissent la vie, mettant un baume sur ses blessures. Sous ce regard bleu océan se cache le conflit, bataille d'une identité souffrante. Pour chaque perle offerte, un geste de douceur, une prière s'envole. Pour chaque perle de guérison, les tempêtes s'apaisent, l'histoire bafouée revient. Pour chaque perle wampum, l'âme de l'enfant égaré retourne à son peuple. Voilà. Merci. Il y a quelques années, on était assises exactement comme ça sur cette scène pour parler, encore une fois, de ton œuvre qui était plus naissante, disons-le ainsi. Depuis, on a eu la chance de partager quelques scènes, entre autres en performance. Puis, il m'apparaît que dans ta voix poétique, il y a quelque chose qui s'adoucit ou se raffine, tout en restant dans l'extrêmement politique, dans l'engagement collectif et dans la poursuite de l'exploration de l'intime. C'est une évidence, peut-être que je suis en train d'énoncer, mais j'ai envie de t'entendre sur cette tension-là entre ce besoin de douceur, de guérison avec soi-même, mais aussi ce feu qui t'anime et qui fait qu'on ne peut pas taire les colères qui nous habitent. En fait, c'est à partir de divers constats qui me sont popés dans ces dernières années. C'est quand j'ai réalisé, par exemple, que la colonisation dans ma communauté est arrivée en 1963. Sur la ligne du temps, c'était hier. Donc, comment brutalement on nous a arrêtés dans notre développement, qu'on nous a mis dans un milieu hostile et nous demandait de survivre puis de fermer notre gueule. Et j'en reviens pas de la résilience de ma communauté. Ça n'a pas toujours été facile entre moi et ma communauté, vu que j'étais adoptée chez des Québécois. Tout vraiment est arrivé dans un temps condensé. Et il a fallu comme se mettre en mode guérison assez vite. Mais à un moment donné, le corps ne peut pas toujours suivre. Donc, pendant longtemps, j'étais ce qui était souffrant en moi pour... En fait, à trop vouloir aider à guérir les autres, j'ai oublié de me guérir moi-même.
C'est pour ça que l'ensemble de ma carrière était porté sur les Premières Nations. Pourquoi je voulais tellement créer, comme l'association étudiante, le Conseil des jeunes, trouver des structures qui puissent aider les jeunes à s'exprimer en pensant que moi, j'étais déjà sauvée, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ça veut pas, oui, il y a une partie qui veut se calmer. On appelle ça peut-être s'assagir, hein, parce que j'ai frappé 50 ans il y a quelques mois. Et puis aussi vouloir mieux saisir ce que la vie essaye de nous enseigner. Et là, je suis comme dans un arrêt, un congé forcé, on va dire. Mais ça me permet de vraiment prendre le temps de me reposer, de réfléchir, d'écrire aussi. Mais oui, la colère est là, est encore plus là parce que c'est pas quand on pense qu'on essaye de me taire que ma colère va se taire aussi. C'est dangereux, en fait. C'est le feu qui couvre dans les... Comment on appelle ça, là? C'est dans les forêts, puis la braise peut courir en dessous, là. Oui. Donc... Moi, je sais pas le mot, mais l'image est là. Hein? L'image est là. Oui, l'image est là. Mais moi aussi, j'ai le mot, mais je me rappelle pas. Donc... Puis c'est quelque chose qui va faire en sorte que même quand on essaye de m'écraser, je vais me relever, puis je vais dire, mais je vais dire, on est dimanche, jour du Seigneur, donc je vais essayer d'être décente. Mais coquin, vous n'allez pas m'avoir. Donc, puis je trouve qu'on est, tu sais, on est dans, en ce moment, j'ai porté plainte contre mon ex-employeur parce que ça a été vraiment un cas vivant de racisme systémique, ça je peux vous le dire. Et c'est là que je mesure qu'on a encore du travail à faire. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, moi, je parle des Autochtones de toute origine, de toute nation qui sont au front. On a un travail à faire constant. Et en fait, dans mon autre constat que j'ai fait, c'est que nous, tu sais, il y en a qui travaillent dans leur carrière par passion. Les Autochtones, on ne travaille pas par passion dans ce qu'on fait. On le fait parce que c'est vocationnel. On n'a pas le choix. On se bat pour vivre. On se bat pour être respecté, faire vivre notre identité, faire vivre notre langue, essayer de se développer. On est toujours en mode hyper-vigilance et survie. Puis je pense que peut-être s'il y en a qui vont m'écouter plus tard, qui vont peut-être le réaliser. T'sais, oui, on est fiers de travailler pour nos nations, mais on est toujours là pour essayer de faire tenir ce qu'on est comme identité, comme culture, contre un gouvernement qui en a rien à foutre de nous. Je le dis librement. Parce que c'est ça que je dis aussi des fois, c'est qu'en ce moment, j'ai un luxe qui coûte cher. Je suis libre. J'ai pas de maître. J'ai pas d'employeur. J'ai pas de ligne de parti à suivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ça. Hein, quand on travaille pour une organisation, on peut plus penser comme on veut. Il faut dire telle chose de telle manière. Il faut faire attention. Donc, aujourd'hui, puis je dis pas ce que j'ai à dire est horrible, mais au moins, je me sens libre de le dire et de dénoncer certaines choses qui n'ont pas de bon sens. Mais souvent, les gens comme nous, on nous tasse de côté, on dit qu'on est problématique, mais aussi on est des symptômes de quelque chose qui ne va pas bien dans la société. Fait que si ça ne fait pas des poèmes... Puis il y a le double courroux aussi d'être autochtone, mais d'être une femme autochtone. On le voit bien dans l'actualité. On le voit tous les jours, mais on le voit particulièrement dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Ce qu'une femme en colère peut faire, mon Dieu, de terrible comparément à un homme juste irrité. On est hystérique, voyons. Oui, entre autres choses. Au moins, il y a une révolution des vibrateurs, je me dis. Il y a un assouplissement quand même. Il y a juste avec Maya sur scène qu'on peut dire des choses comme ça. Puis elle est comme, oui. Ce que tu dis m'amène à deux choses que j'ai envie peut-être de saisir au bon. La première chose, c'est la première ligne. Une des choses que j'aime quand je lis Maya, c'est très foisonnant. Il y a beaucoup de choses, ça va dans plusieurs directions. Puis des fois, je sais pas trop où ce que je suis, mais je suis Maya. Puis là, avec ce recueil-là, je l'ouvre, puis la première ligne, j'ai lu le premier vers, puis j'ai fait « ta ». J'ai déposé mon livre, pas mon micro. J'ai déposé mon livre, puis je pense que j'ai regardé dans le vide pendant 30 minutes. Parce que c'est tellement une vérité pure, une vérité vraie. La première ligne du recueil dit « Une poète seule qui marche pense souvent dangereusement ». J'ai envie
t'entendre plus largement sur ce danger, cet espace de la pensée, puis l'action de marcher qui, évidemment, forcément, nous met en pensée. Bien, plus on marche, plus le cerveau, ça y fait du bien. Donc, déjà, ça doit amener un accélérant. Parce que je réfléchis souvent, étant un enfant adopté, un réflexe qu'ont les enfants adoptés, souvent, c'est qu'on va être beaucoup dans l'observation de l'espace où l'on est. Et identifier où est-ce que c'est le fun, où est-ce que c'est pas le fun, où sont les dangers, où sont les amis. Et donc, mon habitude d'observer est toujours là. Puis quand tu es poète, je pense que c'est une qualité première à avoir, d'être capable de saisir l'invisible dans la vie de tous les jours et d'avoir l'imagination, trouver les mots pour le décrire. Parce que des fois, saisir l'invisible dans des mots concrets, c'est un art qui se travaille. Et puis voilà. Puis aussi, c'est sûr que moi, j'aime penser en dehors de la boîte et me poser des questions. Comme un exemple, on parle beaucoup de... Je fais une réflexion sur ma nation. Tu sais, comme un exemple, on dit qu'à Ouachita-Maliotenam, ils veulent faire de cette communauté-là une plaque tournante économique de la Côte-Nord. Mais je pense qu'il faut aussi dépasser les limites de la réserve et étendre ce sentiment-là à toutes les communautés. Il nous faut vraiment amener une idée d'unité nationale et nous. Donc, puis je pense qu'on a le droit d'en parler autant que les Québécois qui parlent d'unité nationale québécoise. Donc, tu sais, c'est des sortes de pensées de même qui me passent. Donc, voilà. Si on se tient du côté de la marche, oui, bonjour. Si on se tient du côté de la marche, toujours, on est aussi à Paris dans ce recueil-là. Allons à Paris. Dis-moi, dis-moi, Maya. Je sais pas, peut-être que dans une ancienne vie, j'étais parisienne. J'aime beaucoup cette ville, mais c'est parce que moi, je connais le côté de Paris plus artistique. Je connais pas le Paris centre-ville avec le stress qui vient avec. Pour ceux qui se rappellent de 2018-2019 avec Canada, moi, j'étais un peu à contre-courant de tout ça. Parce que de par mon adoption, je suis toujours habituée à valider mes perceptions et à regarder le problème de tous les angles possibles. Parce que c'est souvent une autre vision, d'autres questions qui vont arriver. Et à l'époque, Mme Ariane Mnouchkine, on est devenus amies. C'est une amitié qui dure encore. Et elle m'avait invitée à son théâtre. J'avais obtenu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec pour écrire. Et je ne savais pas quoi faire avec. J'ai dit, est-ce que je m'achète un ordi? Est-ce que je loue un chalet dans le Nord? Elle a dit, viens au Soleil. Ah, oui, c'est une bonne idée. J'étais passé un mois au Théâtre du Soleil. Tout le monde pense que j'ai... En tout cas, il y en a qui pensaient que j'allais là faire un atelier de théâtre. Pas du tout. J'étais juste là pour, mettons, essayer d'écrire, mais j'ai beaucoup plus porté mon attention à observer la dynamique du théâtre, la dynamique des comédiens, devenir amie aussi avec certains des comédiens, discuter un peu avec Ariane et tout. Et pour comprendre un peu ce qui s'était passé avec l'affaire Canada. Et ma compréhension heureusement, j'étais contente d'avoir fait ce chemin-là, même si on me l'a reproché. Parce qu'on est à une époque où si tu ne penses pas comme moi, tu es contre moi. Mm-hmm. Puis moi, j'embarque pas là-dedans. J'ai d'autres choses à faire. Et puis de me faire dire quoi faire ou quoi pas faire à cause que j'appartiens à telle communauté, ça ne marche pas non plus. Étant adopté, ça fait déjà des petits êtres rebelles. Donc, j'aime pas suivre les mouvements de masse. Donc, j'ai jamais regretté d'être allée là. Et pour au moins comprendre ce qui s'était passé avec tout ce malentendu. Et c'est là que, justement, j'ai écrit des poèmes à Paris. D'ailleurs, je venais de rencontrer Madame Hélène Sixou, pour ceux qui connaissent la dame, qui est une amie d'Ariane, d'ailleurs. Les deux écrivent souvent des pièces de théâtre ensemble. Attendez. Le premier poème, en fait, Notre-Dame avait brûlé. Ça faisait peut-être 1 an. Puis je revenais à pied de chez Mme Sixou, puis en tournant un coin, je vois la cathédrale qui apparaît vraiment comme une surprise. Puis moi, j'aime pas les églises. Je suis vraiment pas catholique du tout.
Je l'ai, en tout cas. Et, mais Notre-Dame, ça a une place spéciale pour moi. Ma mère adoptive a toujours voulu aller la visiter. On a pu faire le voyage et aller la voir. Et rentrer dedans, j'ai pu la visiter sur 2 époques et de la voir brûler. Quand elle a brûlé, je travaillais pour Évoque Architecture. Donc, chez des architectes, quand ça a brûlé, vous comprenez qu'il y a eu des larmes de sang qui ont coulé. Donc, de la voir comme ça m'a émue. Et j'ai écrit un poème qui se voulait un peu... comment qu'on dit ça? Faire amende honorable. Excusez-moi. Voir au-delà. Au pied de Notre-Dame, errance d'une sauvage sur le béton de Paris, l'amène au chevet de Notre-Dame qui, affligée par un feu intérieur, cette flamme dévorante, peine à rester digne et droite. Sera-t-elle survivante ou magnifique gisante? De ces clergés arrogants, de ces fous d'un Dieu qui fut instrument inquisiteur, douleur et colère, mon courroux décolonial retient son souffle auprès de toi, gente dame. Te voir au-delà des sacrilèges, mesurer ton histoire, mesurer ta mémoire. Je calme mes chevaux de l'Apocalypse, car ombrageux et Pierrefonds nommés, violence, rage, rancune et mépris, afin de te souhaiter de renaître. Au revoir. C'était un peu comme un souhait autant pour la cathédrale que pour le théâtre, parce que le Théâtre du Soleil a vraiment essuyé, excusez-moi en bon français, un shitstorm dans tout l'événement de Canada. Et pour y avoir été, pour avoir resté un certain temps, puis discuter avec les gens, le problème n'était pas le Théâtre du Soleil, c'était ici au Québec. Et ça montre qu'il y a encore comme un travail de liaison, de compréhension envers les peuples autochtones et le peuple québécois. Il y a encore du travail à faire, mais on avance lentement, mais sûrement. Ouf. Je vais prendre la place un peu le temps que tu te reposes. J'ai pas l'habitude de faire des longues questions, mais me voici partie dans une longue déambulation. Non pas que ce soit opposé, mais tu dis que, bon, tu n'es pas catholique. Je peux très bien comprendre d'où tout ça émerge, mais il y a néanmoins quelque chose de sacré dans ton écriture. De sacré qui ne tient pas uniquement à l'appartenance autochtone ou à l'appartenance québécoise, mais au-dessus de... C'est vraiment dans l'esprit ou dans l'intangible. Puis, je trouve qu'il y a vraiment une dimension vertigineuse qui se développe dans ton écriture. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une finesse ou peut-être quelque chose de plus souple. Mais ce que je voulais dire, c'est que la colère, elle est encore présente, mais l'écriture elle-même, elle devient de plus en plus vertigineuse d'un recueil à l'autre. C'est facile de le constater. Et des fois, je trouvais dans ce recueil-là, dans Pour chaque perle offerte, c'est assez long à ton goût, qui avait des moments de narration ou d'énonciation qui était très distancée, comme si c'était un narrateur externe un peu qui venait parler. Puis d'autres fois, on était vraiment au cœur au plus près de, que je pouvais dire, ah, Maya, quand je la vois sur scène, là, je l'entends dans le recueil. Et j'avais envie que tu nous parles un peu justement de ce jeu vraiment sur les mots, sur les langues, sur l'anglais, le français, l'inuaimun. On entend quand tu parles devant le public, mais c'est aussi vrai dans ton écriture. Cette espèce d'outil que tu nommes un outil de décolonisation, je pense que tout le monde aurait avantage à entendre ton processus autour de ce jeu-là, les mots, les langues. T'as-tu un exemple? J'ai pas marqué d'exemple pour celui-là, mais ça sera pas long. Ça me fait penser, pendant que je cherche quand même, à... il me semble que j'ai plié une page d'un dessus là. Ça me fait penser un peu hier à... J'avais la chance d'interviewer Katrina Vermette sur cette même scène hier. Et il y avait ce très beau poème qui était super lyrique. Puis à un moment donné, il y avait quand même « Except you, fuck you ». Puis tu sais, c'était comme une pointe qui ressortait. Puis tu le fais dans ton écriture. Là, c'est bête, j'ai pas d'exemple. Je m'excuse. Rest in peace, réconciliation. Quelle page? Oh. Je vous jure que j'ai préparé l'entretien. Ça paraît pas vite de même, là. 34. 34, j'arrive. 34. Tout le monde va à la page 34. On vous demande de suivre.
Oui, ben c'en est un des exemples, mais souvent, on va voir à même quand c'est un poème, j'ai l'impression qu'il est peut-être plus près des mots d'amour. Il y a des glissements entre le français et l'anglais. Il y a comme une manière de parler qui est différente que dans les poèmes, par exemple, consacrés à une basilique qui passe au feu. C'est pas grave si tu sais pas où ce que je m'en vais avec ça. Je peux ramer dans un autre sens. Oui, je suis désolée. Non, ça va. Je vais mettre ça sur la faute du rhume. Non, mais page 34 est un exemple aussi. Là, c'est bête. C'est vraiment, c'est comme plus subtil. C'est qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que tu écris parce que tu es une personne qui a énormément de savoir, de connaissances, une acuité politique extraordinaire, puis vraiment comme une grande connaissance de plusieurs choses. Même, on le voit dans ton recueil, ça aborde plusieurs religions, plusieurs... Oui, entre autres choses. Mais tu sais, c'est super foisonnant. Puis des fois, j'ai l'impression que quand on s'approche de quelque chose de plus intime ou de plus... T'as un poème sur un amoureux qu'on dira plus que c'est un blanc. Ouf, on l'aime plus. OK. On n'ira pas là. Pout. J'essaye vraiment de faire une question. Ça se passe pas. C'est dimanche, hein? On a le droit. Ben oui, non, je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est quand je suis pas quelqu'un qui... je suis Instagram, ces temps-ci, il m'envoie plein de petites vidéos sur les versos. Moi, j'étais un verso. Puis ça dit que les versos, ça... un exemple, quand ça veut parler des choses proches, on n'est pas toujours là, mais on est aussi... on n'est pas des gens qui pensent dans la boîte ou en dehors de la boîte. Pour nous, la boîte n'existe même pas. Bref, je trouvais que ça me ressemblait vraiment dans tout ce qu'ils disent sur le verso. Et c'est vrai qu'au niveau des relations intimes, je peux l'évoquer, mais j'irai jamais dans la confession complète, hein. Puis, de toute façon, ces temps-ci, je suis un groupe sur Facebook, c'est « Est-ce qu'on date le même gars? » Il y a une série, un c'est trésor. C'est vraiment un excellent groupe. J'adore ce groupe, moi aussi. Écoute, là, j'espère que quelqu'un comme Michel Tremblay ou n'importe qui d'autre qui fait une série va tomber là-dessus puis va vouloir faire de quoi, parce que c'est juicy. C'est quelque chose c'est la référence à aller voir quand tu dates sur Tinder. C'est vraiment c'est quelque chose. Ben là, je ne suis plus sur Tinder. Là, à un moment donné, il faut... T'es en pause. Tu prends une pause, là. Ah oui, non, il faut. Et j'ai perdu mon idée. C'est pas grave. C'était le gars qu'on voudrait plus appeler un blanc, mais est-ce qu'on date le même gars est effectivement une mine d'informations ah oui, incroyable. à l'air pour savoir si on est dans un situationship ou une relationship. C'est là où on... Mais bref, ça, c'est une conversation de verso. Moi aussi, je suis verso. Puis là, on pourrait spinner l'astrologie. Finalement, c'est une rencontre astrologique ce matin. On vous l'avait pas dit. C'est quoi ton ascendant? Poisson. Oh boy. OK. Laisse-moi t'éloigner de toute cette sensibilité que tu ne veux pas dévoiler, alors. Mais quoique, c'est pas vrai. J'aimerais ça qu'on parle du dernier poème. Le dernier? Maman. Oui. En fait, j'ai réalisé que si j'avais su mon histoire comme du monde et non pas comme les religieuses ont essayé de nous la rentrer dans la tête, j'aurais tellement eu une relation différente avec ma mère Inou. Parce que j'étais en colère après elle, puis je comprenais pas pourquoi. C'était pas de sa faute ce qui était arrivé. Tu sais, notre famille a complètement été détruite par la colonisation, ça, faut le dire. Mes frères et sœurs, je les aime, mais on dirait qu'on sait pas comment être ensemble. Tu sais, l'an passé, mon frère est venu me voir, mon frère Stéphane, mon frère Inou, puis il dit, Maya, j'aimerais ça que tu reviennes vivre dans la communauté. Ça m'a tellement jeté à terre, ça demande que ça fait 50 ans qu'on nous a volés. On se connaît pas. On se connaît, on sait qu'on est frères et sœurs, qu'on a des gestes, des tics, des défauts qui se ressemblent, mais on se connaît pas pantoute, puis on sait pas, puis on n'est pas accompagné là-dedans. Tu sais, j'en parle des fois à du monde de ma famille qu'on devrait être accompagné dans nos retrouvailles parce que on va le faire avec nos méconnaissances, notre volonté de vouloir bien faire ou trop en faire ou pas assez en faire, alors que, tu sais, on est complètement laissé à nous-mêmes là-dedans. Et donc, c'est... Maman, poème. Oui, maman, poème. Donc, tu sais, je repense à elle et
j'ai beaucoup de peine, en fait, de l'avoir mal jugé, d'avoir pas eu la chance de bien lui parler, de m'asseoir à côté d'elle, puis vraiment de la prendre dans mes bras. On s'est jamais vraiment pris dans nos bras. Mais pour elle, j'étais sa fille, elle était toujours fière de moi. Elle avait cet amour qu'une mère a pour ses enfants qui est comme insubmersible. Et puis il y a aussi ma mère québécoise qui a fait de son mieux, qui avait une intelligence émotionnelle quand même plus développée pour l'époque. Moi, je suis née en 75 et mes parents adoptifs m'ont jamais adopté légalement. Je vais desserrer un peu le micro. Je suis comme... Et ils m'ont jamais adopté légalement parce qu'ils voulaient pas que je perde mon appartenance à ma nation. Parce que c'était encore l'émancipation qui avait lieu ou qui s'est terminée en 74. Donc, tout enfant autochtone qui était adopté par des Blancs perdait son statut. C'était toujours dans la volonté d'assimilation. Ou assimilation, extermination, intégration. Prenez le mot que vous voulez, mais c'était ça. C'était une grande tristesse. Puis aussi une tristesse parce que ça fait 3 recueils que je sors, puis tu sais, j'aurais tellement aimé ça que mes parents adoptifs aussi le voient parce que c'est eux qui m'ont poussé à écrire beaucoup. Surtout mon père. J'imagine où est-ce qu'il est. Il doit se pavaner en ce moment, là, tu sais, il doit être fier. Surtout quand j'ai eu le prix du gouverneur général, il devait flotter. S'il flottait pas déjà. Je suis consciente de t'avoir amené sur un territoire sensible. Puis, Il n'y a pas de problème. Je me demande, est-ce que tu as envie de le lire ou est-ce que tu as envie que je le lise? Ah non, je peux le lire. Ma voix n'est pas trop pire. J'ai l'impression de parler du nez. Non, ça va. Puis aussi, ce poème-là m'avait été inspiré. C'est une photo que mon neveu, du côté de ma famille adoptive, avait pris de sa petite fille qui courait sur la plage en face de chez nous à Mingan. Parce que ma famille adoptive a des liens avec Mingan aussi. Maman, tu vois, maman, j'ai survécu à toutes les larmes, à ton dernier souffle d'amour. J'ai poursuivi mon chemin, flageolante et suicidaire, incertaine et solitaire. Tu vois, maman, la vie continue. Elle nous a donné l'avenir en cette petite merveille qui trottine heureuse. Elle sème la joie, toi qui l'as tant rêvé, qui aimais tant voir les bébés, courir sur les plages de l'enfance. Tu vois, maman, de mon côté, l'amour m'a apprivoisé. J'ose rêver. Merci. Je suis désolée pour les larmes. C'est ça la poésie, ça réveille et ça fait réagir. Mais ceux que je veux avoir des larmes, je les prends comme des cadeaux. Est-ce qu'une larme, c'est pas une perle offerte? Exactement. En verso. C'est vrai que j'ai besoin de prendre une respiration avec vous pour décider où on s'en va après. Où tu as le goût qu'on aille? Il nous reste 10 minutes. J'en ai en masse des questions, mais... Ouais, vas-y, garde-toi. Bien, sans nécessairement... parce que là, sinon, on va se faire une thérapie live si on part sur le terme des mamans. Là, je vais me garder Tu peux me parler des chats, tu peux me parler de voyage. Oui, je sais, mais on a déjà parlé des chats il y a 3 ans, fait que Okay. je vais t'amener ailleurs. Non, mais j'ai quand même envie qu'on parle de ton amour des femmes et de la manière dont ça se traduit, encore une fois, dans ce recueil-là. À la page 42, tu demandes aux femmes, en fait, ou tu les exiges pas, mais il y a quelque chose pas loin de ça où tu dis « Bercez les enfants oubliés, prenez soin des eaux, de la terre, rendez la mémoire aux hommes. » Ah non, mais on a une méchante job à faire. Mon père québécois, il lisait un livre, La guerre contre les femmes. Puis moi, je l'ai jamais lu, là, je voulais pas déprimer trop tôt. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il faut se battre, nous, les femmes, juste pour être respectées. Tu sais, ça s'est tellement dégradé, autant dans les relations interpersonnelles, dans les relations intimes. Je vous compterai pas tous les échanges véreux ou tristes que j'ai eu avec des possibles prospects, mais tu sais, tellement on est réduit à quelque chose de consommable et de jetable après. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre, le respect envers nous. Parce que, tu sais, il faut vraiment aimer pour vouloir donner la vie, accompagner tes enfants et, tu
simplement être respecté est déjà un enjeu. On le voit aux États-Unis, on dirait que dans le monde en ce moment, les droits de la femme, c'est toujours un constant combat. Pourquoi il faut toujours se battre pour ça? C'est la base. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas d'humanité, là. Faut allumer à quelque part. Faut que l'arrogance des hommes, je parle pas de ceux qui nous respectent puis qui nous aiment, mais ceux qui nous aiment pas puis qui veulent nous asservir. À un moment donné, il va falloir descendre de son arbre puis acheter un journal. Tu sais, il va falloir à un moment donné se réveiller puis vraiment accueillir les femmes dans le respect qu'elles méritent. Tu sais, je veux dire, une partie des raisons pourquoi j'ai pas d'enfants, premièrement, je voulais pas qu'elles vivent le racisme que j'ai vécu, puis j'avais peur d'avoir une fille. Tu sais, c'est quelque chose. Hein? J'avais l'exacte même peur quand j'étais enceinte, avant de savoir que j'avais un garçon, qu'il y a d'autres enjeux, mais j'avais cette même peur. Comment je pouvais faire pour accompagner une fille dans le monde? Comment je pouvais faire pour qu'elle ne soit pas volée à elle-même aussi? Et ça, c'est un travail que tu as fait et que tu continues à faire autour des femmes assassinées, portées disparues, des communautés autochtones. On dirait que j'arrive pas à décider si je vais te le lire ou si tu vas le lire. Ah, tu peux le lire si tu veux. Je sais pas, je pense que ça serait bien meilleur si c'était toi. C'est quelle page? Il y a un poème. OK. Il y a un poème qui m'a jeté à terre, puis c'est là que j'avais envie qu'on arrive à un moment donné dans la discussion. Je suis contente qu'on y arrive avant la fin. On est à la page 36. Bien sûr. J'y tombé dessus. Bien sûr. Ce poème-là, moi, je vais dire comment je me suis sentie, puis ça va pas vous enlever de vivre votre propre expérience. Ça fait, je sais pas, ça fait 15 ans que je travaille en littérature, peut-être plus, puis depuis le début en littérature autochtone, toujours aussi. Cette question des femmes portées disparues, assassinées, elle traverse l'ensemble des recueils des femmes qui écrivent en poésie, que ce soit en français ou en anglais. Forcément. Il y a pas... On ne peut pas écrire de la poésie sans que ça traverse d'une manière ou d'une autre. Mais là, en fait, je pense que la dernière fois qu'un poème a fait cet effet-là, c'est Poésie en marche pour Cindy de Virginia Pessimapé au bord de l'eau. Et c'était l'ensemble du recueil qui m'avait juste donné une coupe de coups de poing d'en face, puis au cœur surtout. Et quand j'ai lu ça, c'était la première fois que je lisais un poème où la voix se mettait au centre de cette expérience. Et je pense que le fait que tu l'aies adressé dans un futur presque très certain et d'une puissance sans nom. Fait que je te laisse le lire, puis je te merci pour ça, parce que moi, j'adore que tu sois audacieuse puis baveuse, puis que tu sois comme, voici, prenez-le en pleine face. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré beaucoup chez toi, dans ton écriture, puis là, je trouve que c'est fait de manière remarquable. Merci. Quand je serai assassiné, un premier ministre chante, voix gutturale teintée de mémoire qui rejoint les esprits. Encore une fois, trop de fois, nous cherchons les nôtres, mais ne trouvons que des os. Nos chants sont-ils entendus? Ce marathon mortuaire incessant et accablant, pourquoi encore aujourd'hui une femme d'une Uchimite a-t-elle valeur moindre? Murmure les noms des belles, femmes, enfants, adolescentes. Comprends-tu l'incohérence de se sentir si étrangère en nos territoires prisonniers? Quand je serai assassinée, est-ce que mon sang fusionnera avec la poussière pour cimenter mon avenir rouge? En fait, c'était Wap Kinew, le premier ministre du Manitoba, qui avait fait un chant parce qu'il avait retrouvé une jeune femme autochtone, encore une fois assassinée. Et déjà, Wap Kinew, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et qui soit premier ministre du Manitoba, puis qu'il puisse faire un chant traditionnel, hein, c'est déjà quelque chose en soi. Puis le pourquoi il le faisait, par exemple, ça aurait été tellement bien si ça aurait été quelque chose de le fun, mais encore une fois, c'est toujours quelque chose de funéraire. J'ai envie... Peut-être que tu n'as pas de réponse là. Fait que je vais comme poser deux questions en même temps. La première, c'est
c'est quand même pas rien. Quand tu arrives au 3e recueil, j'ai l'impression, au 3e livre, il y a quelque chose probablement autour du symbolisme, autour du chiffre 3, mais tu as quand même souvent un cycle. Il y a quelque chose qui se clôt, quelque chose qu'on a assez fouillé, fouillé. Je vais m'arrêter là. Et j'avais envie de savoir, est-ce que tu sens que tu embarques dans un cycle de création tranquillement qui est différent? Parce que là, tu parlais d'une forme de latence ou de repos. Puis c'est souvent là qu'on émerge dans une version renouvelée, j'ai envie de dire. Bien, en fait, c'est mon 3e recueil, mais il y a aussi un collectif qui a sorti cet automne avec la Biosphère, Espace pour la vie à Montréal, où j'ai demandé à Sylvestre Deterre, un écrivain inou en émergence, et Rita Mestokosho, une écrivaine établie, ma cousine, de participer avec moi à ce recueil. Je voulais pas être tout seul là-dedans. Et c'est la Biosphère, comme pour ceux qui vont la visiter, c'est un musée de l'environnement. Et elle a été transférée à la Ville de Montréal il y a quelques années, où est-ce qu'elle reçoit un petit peu plus d'amour que le gouvernement fédéral. Donc, elle est habitée, elle a des expositions qui se promènent, qui sont intéressantes. Et au cœur de cette résidence-là, les poèmes qu'on a écrits, on va les trouver affichés sur le mur. Il va y avoir une partie qui, justement, va être dédiée à ça. Et en ce moment, je travaille sur un projet de conte pour enfants. Un 2e, en fait. Et il va être plus proche encore et plus teinté autochtone que le premier. Le premier, on me disait, qu'est-ce qu'il y a d'autochtone dedans? C'était simplement une expérience de vie. Puis la seule chose que j'avais faite, j'avais transféré les humains en petits animaux. Donc, si vous voyez quelque chose d'autochtone, c'est le fun. Mais moi, c'était simplement le but de partager une leçon de vie que j'avais reçue. Mais le 2e va aller plus sur l'adoption et des fois ce qui peut entourer, ce qui rend triste dans tout ça. Et poésie, j'écris tout le temps. Je suis quelqu'un qui va réagir à des choses qui n'ont pas de bon sens. Donc, je vais écrire, puis je le garde. Et j'accumule. Mais des fois, je suis comme un écureuil, je les enterre à des places, puis je me rappelle plus ce qu'ils sont. Pour les personnes qui sont intéressées par la poésie de manière générale, je vous invite vraiment à être curieuses et curieux de la programmation de la Biosphère. C'est vrai que depuis une année particulièrement, ils font des soirées complètement hallucinantes et très intéressantes autour de la poésie puis de la rencontre entre la science aussi, la science, la nature, la poésie. Donc, il y a ça. Aussi, s'il vous plaît, arrêtez de demander aux gens autochtones qu'est-ce qu'il y a d'autochtone dans leur création. Je veux dire, 1 + 1, on devrait commencer à arriver à 2. Et Maya... c'est déjà le temps de te remercier de ta générosité. Merci, je t'ai trouvée très déposée et généreuse ce matin. Vraiment. Ça doit être le manque de sommeil. Alors, merci beaucoup. Maya, tu traverses de l'autre côté pour t'en aller dédicacer. Donc, si vous avez envie de poser des questions, de poursuivre la discussion ou de juste fangirler Maya, ça se passe de l'autre côté au Morin Center, un des plus bels établissements de la ville de Québec. Je dois vous demander de ne pas la ralentir dans sa traversée. On dirait comme une traverse de petit canard ou quelque chose. Ne la ralentissez pas, s'il vous plaît, puisqu'elle est attendue de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Et je vous invite, bien sûr, à 11h30 à revenir ici pour un grand entretien avec Naomi Fontaine qui va être animé par Marie-Ève Fradette. Et à 13h, je me permets de router pour ma propre gang. On s'en va en anglais avec 2 personnes flamboyante, Michelle Good, que vous avez peut-être vu lors du grand entretien hier matin avec Rachel McCrum, qui sera toujours en feu, je crois bien, aujourd'hui. Et Julie Pélissier-Loche, on parlera à ce moment-là de comment on peut changer le monde en racontant des histoires. Donc voilà, la journée se poursuit encore. Les rencontres sont gratuites. C'est le bon moment pour texter vos amis pour qu'ils viennent vous rejoindre. Moi, j'ai joué la carte du marché allemand de Noël en disant « churros autochtone ». Il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, merci beaucoup. À très bientôt.